Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, merci d'écouter le Grand Matin Sud Radio. Pour le petit déjeuner politique ce matin, nous accueillons Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate et ancien député. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Alors question à l'ancien candidat à la présidentielle, à la primaire, et donc politique. Que ressentez-vous devant le départ de Manuel Valls à Barcelone ? Une forme de tristesse parce que je connais peu de responsabilités plus belles que celle de représenter le peuple français dans une assemblée parlementaire. Visiblement, cette beauté-là ne suffit pas à M. Valls, je le regrette pour lui. Ensuite, c'est un choix personnel qu'il regarde. C'est une fuite un peu en avant par rapport à... C'est lui qui le sait. Peut-être que ce qui lui était proposé du côté de La République En Marche ne l'a pas satisfait, donc il est parti chercher ailleurs d'autres manières de servir, on va dire ça comme ça. Qu'il y a une génération là, des quinquas qui est un peu sacrifiée, Montebourg, alors c'est à gauche, mais Kosciuszko, Morizet, qui arrête aussi, non ? Oui, vous savez, les chasseurs qui m'écoutent, et il y en a beaucoup dans le sud-ouest, savent parfaitement qu'il faut plus d'une balle pour tuer les vieux cochons. Et je sais par ailleurs qu'en politique, on est vraiment mort le lendemain de ses obsèques, donc ceux qui sont pour l'instant sur la touche sont encore jeunes. Oui. Pourrait revenir. Puis, il pourrait revenir. Manuel Valls pourrait revenir. J'en sais rien. C'est un sanglier plutôt qu'un vieux cochon. Et par ailleurs, sous votre question, je devine, mais vous me démentirez si c'est nécessaire, que le macronisme aurait les promesses de la durée, voire de l'éternité. Je ne pense pas du tout. La vitesse à laquelle se délite la cote du président de la République et l'autorité de la majorité présidentielle, si jamais elle en a eu un peu, est quand même spectaculaire. Donc il y a un moment où peut-être les Français considéreront que finalement l'expérience en politique, ça n'est pas si mal. Oui, c'est ça. Alors restons sur ce chapitre, parce qu'on dit qu'on est parti pour 10 ans de macronisme. Vous n'y croyez pas. Écoutez, il va falloir tenir d'abord 4. Oui, mais alors du côté de la droite, il faudra sans doute se réunir d'une manière ou d'une autre, parce que pour l'instant, là, c'est quand même, il n'y a personne, quoi. Si, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de monde. Il y a trop de monde. Il y a beaucoup de personnes, dont on n'est jamais trop nombreux, vous savez, pour tâcher de redresser un pays qui en aura de plus en plus besoin. Cette thématique de l'Union, elle est évidemment nécessaire, mais elle ne peut pas se faire sans deux préalables. Le premier préalable, c'est un projet commun. Je milite et nous militons avec les amoureux de la France et Nicolas Dupont-Aignan et quelques autres pour la constitution d'un programme commun de redressement de la France qui soit droitier, tranquillement, on va dire ça comme ça, de la même manière droitier tranquillement, c'est-à-dire en se rapprochant du centre, mais pas... Non, c'est pas un problème de se rapprocher du centre, c'est une forme d'équilibre. La France n'aime pas le déséquilibre. Les Français sont pas un peuple... c'est un peuple de révolutionnaires, c'est-à-dire quand ils sont fâchés, ils cassent tout, mais avant qu'ils soient fâchés pour de bon, il y a encore de la marge. Donc on est encore dans cette marge-là, profitons-en. Mais un équilibre entre le respect des traditions, des cultures françaises, de la justice sociale, de la responsabilité personnelle et de la liberté d'entreprendre, tout ça, c'est l'esprit français au fond. Ce projet de gouvernement-là, c'est un programme commun de la droite qu'il faut constituer comme la gauche a constitué son propre programme commun il y a maintenant une quarantaine d'années, pour reconquérir le pouvoir 3 ans plus tard par François Mitterrand. Nous devons entrer dans le même exercice. Et puis deuxièmement, il faut que les leaders politiques de la droite soient convaincus d'une évidence. Plus personne ne gagnera l'élection présidentielle tout seul. Oui. Donc l'union est indispensable. C'est sur laquelle nous travaillons avec les amoureux de la France. Ça va de Xavier Bertrand jusqu'à Marine Le Pen ou alors pas du tout Ça va. C'est pas une question géographique. Non. C'est une question d'adhésion à ce projet dont je viens de parler. Je pense que nous ne sommes pas là, en tout cas moi je ne suis pas là pour vérifier ni les cartes d'identité des gens, ni leur généalogie, ni leur patrimoine génétique, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de bâtir ce projet et de permettre et de faire en sorte que tous ceux qui veulent y concourir y travaillent. Ouais. L'union, c'est ça. Bon, en tout cas, vous allez être aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan pour les européennes. C'est vous qui va mener la liste. Comment vous allez vous entendre ? J'ai entendu dans l'horoscope tout à l'heure sur votre antenne que la soirée des Verseaux allait être palpitante. Ouais. Comme nous avons le bureau politique du Parti chrétien-démocrate ce soir, j'attends avec impatience cette réunion. Mais nos instances n'ont pas encore décidé de qui serait candidat pour figurer éventuellement sur une liste commune avec les amoureux de la France. Si nous allons aux européennes, ce qui est notre intention, nous irons dans le cadre des amoureux de la France, donc avec Nicolas Dupont-Aignan, le Centre national des indépendants, le Mouvement pour la France et quelques autres. Oui, donc bon, c'est quasiment certain ça, hein. Vous allez avec lui. Ah, oui. Est-ce que vous regrettez qu'il parte seul sans Marine Le Pen, par exemple ? Je regrette, je pense que les élections européennes auraient pu constituer une occasion rêver en quelque sorte de poser les jalons de cette union dont la droite a besoin. Vous lancez un appel à Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan ou deux pour qu'il... Non, moi j'ai déjà dit ce que j'en pensais il y a quelques mois et je le répète. C'était... Oui, mais là c'est d'actualité. Malheureusement, ça ne se fera pas puisque
Ni Madame Le Pen, elle l'a d'ailleurs dit hier, je crois, ou avant-hier, ni Monsieur Wauquiez ne sont d'accord avec cette perspective. Écoutez, c'est du temps perdu, c'est dommage. Pour nous, nous continuons à travailler avec tous ceux qui souhaitent travailler à ce projet. Et effectivement, dans les amoureux de la France, en tout cas, nous voyons des gens venir de tous les horizons politiques, et c'est très bien comme ça. Oui, Jean-Frédéric Poisson, venons-en aussi à la PMA pour toutes les femmes. Oui. C'est une avancée pour répondre à l'évolution de notre société, notamment à des couples homosexuels qui ne pouvaient pas avoir des enfants? Non, ça n'est pas une avancée pour plusieurs raisons. La première, c'est que on s'apprête en réalité à donner naissance à des enfants qui seront à jamais privés aujourd'hui de leur père quand il s'agit d'enfants d'un couple de femmes, puis demain, comme ça arrivera nécessairement, de leur maman quand ils seront adoptés et pris en charge par des couples homosexuels masculins. J'entends qu'on veuille satisfaire le désir d'enfants, des adultes. Je peux comprendre ça. Je ne comprends pas pourquoi on méprise à ce point le désir de père des enfants. Il y a là un problème. Deuxièmement, ainsi que nous l'avons dit pendant les très longs débats sur le mariage pour tous, il y a maintenant 4 ans, 3 ans, 5 ans, mécaniquement, nous allons du mariage pour tous à la légalisation des mères porteuses. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Oui, mais j'entends les intentions, ceux qui non, la main sur le cœur ou sur le front, je vous assure, il n'y aura pas de mère porteuse. Les mêmes d'ailleurs nous disaient qu'il n'y aurait pas de PMA pour tous non plus pendant le débat sur le mariage, et il y en a une parce que, encore une fois, à partir du moment où vous faites de l'égalité, du respect de l'égalité, le fondement des dispositions que vous prenez pour le mariage, l'égalité mais vous est toujours... savez, en une phrase, je termine, je serai bref. Oui. L'égalité est encore l'argument principal pour la PMA pour tous. Et si la PMA pour tous, pour tous les couples, par hypothèse aujourd'hui, sont des couples de femmes, je ne vois pas ce que vous allez dire aux couples d'hommes qui veulent avoir un enfant. Donc vous leur donnerez l'autorisation d'adopter des enfants par le biais du recours à des mères porteuses. C'est écrit. J'entends, on veut pas, oui, peut-être, mais en tout cas, c'est ce qui se passera. Et donc, pour cette raison, il faut également refuser cette PMA pour tous, qui est un pas supplémentaire vers la légalisation des mères porteuses. Mais Jean-Frédéric Poisson, vous savez qu'il y a des enfants qui sont dans des couples dits classiques, avec un père et une mère, et qui ne sont pas heureux, et puis qu'il peut y avoir des enfants avec ces femmes qui ne pourraient pas en avoir autrement, et qui peuvent être heureux je sais également. d'autant mieux que je fais partie de ces millions de Français, comme sans doute beaucoup de nos auditeurs, qui viennent de familles fracturées, donc je sais très bien ce que c'est. Oui. Donc pourquoi ne pas aller dans ce sens? Encore une fois, parce que l'inégalité que vous voulez corriger produit des effets beaucoup plus graves, en réalité, que les intentions que vous poursuivez. Encore une fois, quand les décisions que vous prenez conduisent nécessairement, et je l'ai montré il y a quelques minutes, nécessairement vers les mères porteuses, qui sont une forme d'esclavage insupportable, de marchandisation des enfants, quand les enfants deviennent des objets de consommation d'une certaine manière, par cette mécanique-là, vous ne pouvez pas accepter de faire le moindre pas dans cette direction. Oui, bon, pour l'instant, ce n'est pas non plus officiel, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez essayer de ressusciter la manif pour tous, mener des actions pour vous y opposer? Il ne m'appartient pas de ressusciter quoi que ce soit, ça n'est pas en mon pouvoir, c'est plutôt là-haut que ça se passe, mais non, la manif pour tous est une association indépendante qui vit sa propre vie. Cela étant dit, là où vous avez raison, c'est que ce sont les mêmes débats, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ceux que nous avions il y a 5 ans sur le mariage, parce qu'au fond, nous sommes dans les conséquences législatives, en quelque sorte, du mariage pour tous. Oui. Bon, et vous pensez qu'il va y avoir des actions pour J'en sais rien du tout. Il faut demander aux responsables de la manif pour tous, dont je ne fais pas partie. Vous ne serez pas derrière eux? J'ai été à côté d'eux tout le temps, donc je ne serai pas derrière eux, non, mais à côté sans doute. Oui. Venons-en à l'Aquarius. Le bateau va accoster à Malte. La France va prendre en charge 18 migrants. Est-ce que vous êtes satisfait de cette solution européenne, ou est-ce que la France aurait dû accueillir le bateau par devoir humanitaire? La France aurait dû accueillir ces 58 personnes probablement, arraisonner le bateau et l'empêcher de repartir. Et on devrait se demander en France, comme en Europe d'ailleurs, comment se fait-il qu'il y a des gens qui considèrent comme l'horizon indépassable de leur vie le fait d'aller peut-être mourir au milieu de la mer en essayant de passer dans un pays étranger? S'ils le font, c'est qu'ils sont poussés par une forme de désespoir. S'ils le sont, c'est que... J'ai parlé, moi, avec des migrants qui étaient dans les camps de réfugiés à Tripoli, en Libye, ou bien au Proche-Orient. Il y a un ressort incompressible qui est celui de vouloir donner aux siens une vie meilleure que celle qu'ils connaissent là où ils sont. Tant que ce ressort ne sera pas compressible, il y aura des flux de migrants. Donc la question qui est posée, c'est bien sûr le contrôle des frontières, bien sûr le fait que des ONG ou prétendus tels comme l'Aquarius, qui en fait provoquent sans cesse les lois, en réalité confortent les filières de passeurs, parce qu'on parle bien de ça, et donc une forme d'illégalité, même si c'est pour de bonnes intentions.
Au-delà de ça, il faut s'interroger sur les conditions du développement dans les pays d'origine. C'est ça la question. Et l'Europe ne bouge pas d'un poil. La France ne bouge pas d'un poil. Où en sont les hotspots, comme on dit, les camps de réfugiés promis par Emmanuel Macron autour de la Méditerranée? Plus personne n'en entend parler. Parce qu'il a zéro levier, zéro capacité d'intervention et de décision dans ce sujet. C'est encore c'est de la gonflette, d'une certaine manière, comme hier à la tribune de l'ONU. Donc l'Aquarius, encore une fois... À la tribune de l'ONU, quoi, c'est de la gonflette, Emmanuel oui, Macron, cette nuit oui. Et je n'aime décidément pas ce chef de l'État qui, à chaque fois qu'il est à l'étranger, met une charge à son pays, au peuple français. Ça, oui. Je viens il a mis surtout une charge contre Donald Trump. Non. Je viens d'un pays qui a fait beaucoup de mauvaises choses et qui a fait beaucoup de mal. Pardonnez-moi, quand on est le président de la France, on ne dit pas ça de son pays. Oui, à chaque fois qu'il est à l'étranger. Mais à chaque fois, il ne peut pas s'empêcher. C'est à se demander s'il aime le pays qu'il préside. Oui. Merci Jean-Frédéric Poisson. Merci. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, aujourd'hui, on parle de la violence physique envers la police et les pompiers. Oui. Je vais faire un pont avec la politique. Est-ce que vous, depuis votre sursaut de notoriété depuis les primaires, vous ressentez justement une violence morale ou psychologique en politique? Dirigé à vers titre moi personnel, oui. Oh, pas spécialement, non. Pas spécialement. Non. Parce que beaucoup en parlent, beaucoup d'hommes politiques en parlent, ou les deux femmes politiques. Dans le flot général, oui, derrière l'anonymat que permettent les réseaux sociaux, oui, il y a des propos qui sont un peu plus raides, un peu plus violents. Mais et vous pensez que ça vient du milieu? Je pense que ça vient surtout de cette espèce de défouloir que permettent les réseaux, premièrement. Deuxièmement, d'une forme de profondeur et de désespoir des Français en général qui ne savent plus très bien comment se faire entendre et comment parler. Je pense qu'il y a tout ça qui est mêlé. Et puis le climat de la société, que ce soit dans le monde du travail, dans la rue, on le voit avec les policiers, d'ailleurs les pompiers, le SAMU. Enfin, oui. le SAMU porte des gilets pare-balles dans les départements en France. Oui, enfin, voilà. Ce climat de violence et de brutalité s'étend, donc c'est aussi une forme de résonance que les citoyens ressentent et donc qu'ils retransmettent aussi à travers leur mode d'expression. Merci beaucoup. Jean-Frédéric Poisson. Mais nous avons un invité surprise, dites-nous. Oui, c'est Laurent Wauquiez. Appelez-moi Lolo le schizo. Bonjour Jean-Frédéric. À la droite des extrêmes, tu fais peut-être partie des petits poissons qui veulent jouer les requins pour se faire une place. Mais moi, je suis le seul capable de tous vous bouffer. Et je te préviens, je ne suis pas vegan. Alors, voici ma question. Vu qu'en 2016, tu as soutenu la candidature de Trump en déclarant que c'était au nom de l'équilibre international, est-ce qu'en 2022, tu pourrais réaliser le grand chelem en soutenant ma candidature pour mettre un déséquilibré comme moi à l'Élysée? Ça c'est dit. Il faut que je réponde? Oui, absolument. Si tu veux. Ah, très bien. Écoutez, c'est un peu loin 2022, n'est-ce pas? Et je ne suis pas certain qu'on puisse dessiner encore les contours de cette élection. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a ni union, ni clarification de projet politique, ni ferme volonté de redresser le pays avec tout le monde, ce ne sera pas la peine d'être candidat, mon cher Laurent. Mais moi, je n'ai pas de moumoute. Okay, bon. Merci Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Merci. Sud Radio, les 6h50, 7h56. 5h10.